Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, comme souvent dans ce dernier quart d'heure, c'est celui de l'univers des actifs privés, des actifs non cotés. Et nous allons nous focaliser sur un segment du private equity, le lower mid cap, en France, en Europe, avec les spécialistes de MBO+, et son directeur général, Xavier de Prévoisin, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Xavier. Merci beaucoup. MBO+, va approcher et marquer l'an prochain, je crois, son quart de siècle d'existence. C'est ça, Xavier. Absolument. Le temps passe vite, mais 25 ans dans cette industrie, c'est déjà un beau track record. Qu'est-ce qui vous caractérise là chez MBO+, dans cette industrie du private equity? Effectivement, MBO a été créé en 2002 avec l'idée d'offrir à des investisseurs institutionnels une capacité de déploiement, un accès à l'univers qui est notre spécialité, c'est l'investissement en capital dans les PME et TI françaises. Alors dans notre jargon du private equity, donc c'est le lower mid cap. Voilà, le lower mid cap. Globalement, des entreprises qui font entre 15 et 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et dans cet univers, on a déployé 3 stratégies. Et donc, on offre à nos investisseurs une capacité d'investir sur 3 thématiques différentes. Une première thématique, notre thématique historique, MBO Buyout, ce sont des opérations majoritaires dans lesquelles on trouve des opportunités d'accompagner des managers à un moment où il y a un point d'inflexion dans la vie de l'entreprise. Donc là, on est majoritaire, impactant. On a construit une équipe d'efficacité opérationnelle alignée avec le management. MBO, c'est le management buyout. Exactement. C'est l'association du management. Exactement. Toujours le management au centre. Bien sûr. C'est très important, en tout cas même dans notre culture, nous, MBO d'investisseurs. Et là, on va chercher de l'upside maximum. On va chercher de la création de valeur stratégique. On a un deuxième fonds qui, dans ce même univers, PME, ETI, accompagne les entrepreneurs sur des thématiques un peu différentes. C'est un entrepreneur qui a le contrôle, mais qui a besoin de capital, mais qui veut se reluer, qui est très acheteur de son projet, de son entreprise. Et donc, on va intervenir là en minoritaire, avec des instruments plutôt obligataires. Et donc, ce qu'on offre à l'entrepreneur, c'est une relution. Ce qu'on offre à nos investisseurs, c'est finalement un très haut rendement, une volatilité faible, une très forte protection du capital. Enfin, on a un troisième fonds, MBO Buy and Build, qui est un fonds alors avec un portefeuille très concentré sur 2 plateformes de consolidation de marchés fragmentés au niveau européen. Donc 300 millions, 200 millions, 240 millions d'euros. Voilà, MBO dans cet univers du lower mid cap. Bon, parlons de cet univers du lower mid cap. En France, qu'est-ce qu'il représente ? Qu'est-ce qui le caractérise? Et dans un monde du private equity, on le raconte régulièrement ici, et vous le savez mieux que personne, évidemment, Xavier, qui souffre, qui a souffert, choc des taux, on l'a beaucoup raconté, avec un cycle de rotation du capital qui est quand même grippé ici et là. Qu'est-ce qui caractérise ce segment du lower mid cap, et pourquoi est-ce qu'il est protégé un peu de ce marasme général de l'industrie qui est la vôtre? Le marasme, vous êtes un peu dur, mais disons que ça. Non, mais on va dire. Je pense que 22-23, forte hausse des taux, c'est la fin d'un cycle. Voilà, on a un cycle de 10 ans de baisse des taux, ce qui a eu un impact extrêmement fort. On repart avec d'autres paramètres. Et voilà, on repart avec d'autres paramètres. Bien sûr. J'ai pas dit que c'était pour toute l'industrie, pour toute l'industrie du private equity. Mais à l'intérieur de cette industrie, effectivement, le lower mid cap a beaucoup moins souffert pour 3 raisons principales. La première raison, c'est un marché extrêmement profond. La structure de l'économie française fait que vous avez, nous MBO, on voit entre 250 et 300 opérations par an dans cet univers. Donc vous avez toujours une bonne capacité en fait, à sélectionner des bonnes opérations et à construire un portefeuille équilibré et performant. Et ces opérations, elles sont très souvent déclenchées dans des opérations qu'on appelle dites primaires, c'est-à-dire des carve-out, des transmissions, une équipe de management qui rachète à des fondateurs. Et ces facteurs de déclenchement d'une opération sont finalement assez décorrélés de la fluidité du cycle. Voilà, c'est un moment, un mouvement stratégique d'un groupe, il doit vendre une filiale, le fondateur qui arrête, il doit céder son entreprise. Et donc, il y a une très grande stabilité de ce marché. Voilà, nous, c'est 250-300 opérations que l'on voit tous les ans. Chaque année, quoi. Tous les ans. Voilà. C'est le premier élément important. Le deuxième, c'est qu'on est sur des opérations, donc souvent primaires, où il y a un vrai gisement, on va dire, de chemin de création de valeur. Parce que finalement, notre métier, c'est évidemment d'investir dans l'entreprise, d'accompagner des entrepreneurs. Et ça, c'est vraiment ce qui nous caractérise, nous. C'est l'entrepreneur qui est au centre, toujours, dans tous nos fonds, d'ailleurs, et toutes nos opérations. Mais finalement, on cherche à accompagner les meilleurs projets, les meilleurs dirigeants dans un chemin de création de valeur. Et c'est ça qu'on cherche. Et dans cet univers qui est très profond, il y a des pépites. Des pépites dans l'économie française. Et ce qui est important, c'est de pouvoir y avoir accès. Et ces pépites, donc, elles permettent au segment du lower mid cap d'avoir toujours surperformé
les segments du mid ou du large. Voilà, bon, ça, je parle marché, c'est France Invest. Mais bien sûr, mais on a toujours 2-3 points de performance de TRI de plus, parce qu'on a cette capacité à trouver des pépites. Et enfin, et je crois que c'est aujourd'hui le facteur le plus important dans la résilience du lower mid-cap, c'est un segment où il y a toujours de la liquidité. Dans notre univers du private equity, c'est très bien d'investir, c'est très bien de créer de la valeur, mais ce qui est très important, c'est qu'à un moment, il faut le matérialiser pour renvoyer la valeur créée à nos investisseurs. Et c'est là où le lower mid-cap, depuis 2-3 ans, se démarque. C'est que le marché étant profond, on crée de la valeur stratégique. En fait, vous pouvez rendre plus facilement de la liquidité. Si j'illustre avec... à vos LPs. Humblement avec MBO, voilà. Depuis, on s'est créé en 2002, à partir de 2005, 3 ans après. Tous les ans, on a toujours rendu. Toujours. Ce qui n'est pas du tout... Et ça, je pense que l'univers du lower mid-cap, ce qui n'est pas du tout le cas en mid-lower large, c'est là où... je parlais de marasme, effectivement, mais j'intégrais cette idée-là, cette incapacité ou cette difficulté à rendre, depuis quelques années maintenant, de la liquidité aux investisseurs. Absolument. Et pour les raisons, c'est aussi parce que nous, on a une multitude d'acheteurs possibles. Si je prends encore l'exemple de MBO, 50% de nos sorties, c'est à peu près d'acheteurs industriels. Donc des gens qui... voit une valeur stratégique qui a été créée, on a transformé une entreprise, elle n'avait pas de valeur quand on est rentré, presque par définition, puisque c'est un fonds qui fait l'acquisition, on l'a créé, vous créez un univers d'acheteurs. Et on a aussi un univers possible dans l'univers du mid-cap ou du large-cap, il y a quand même des fonds qui ont du capital à déployer. Et donc on a toujours des options. Ce qui est, financière ou industrielle, mais il y a toujours une option. Toujours d'options. Et évidemment, alors après c'est un peu banal, mais comme vous êtes sur des entreprises de taille plutôt petite, c'est beaucoup plus facilement absorbable par un univers d'acheteurs large. Bien sûr. Très très gros, vous avez peu d'acheteurs. Voilà, donc ces 3 caractéristiques, et surtout la liquidité, aujourd'hui, c'est ce qui est le plus valorisé par les LP. Oui, c'est ce que tout le monde recherche aujourd'hui. Comment vous exploitez ce segment? Du sourcing des dossiers, vous dites 200 à 300 deals, donc c'est des équipes sur le terrain, ça veut dire que vous passez quand même une bonne partie de votre temps à, j'imagine déjà, à naviguer un peu en France, il faut rencontrer les gens, à regarder les dossiers, etc. Donc l'accès au sourcing, au meilleur sourcing, ça m'intéresse. Et puis, sur la durée de vie d'un investissement que vous portez pendant plusieurs années, évidemment, comment se déroule le processus de création de valeur? J'ai toujours entendu le TRI se fait à l'achat. J'imagine quand même qu'une partie de la création de valeur se fait aussi tout au long de la durée de vie de l'investissement, Xavier. Je pense effectivement la barrière à l'entrée de ce marché, c'est accéder aux opportunités, et d'avoir une capacité à rencontrer les entrepreneurs, à engager une relation avec un entrepreneur. Un entrepreneur de PME, vous avez une manière de travailler avec lui, d'engager la relation avec lui, de construire un pacte stratégique avec lui qui est spécifique, qui est particulière. On n'est pas dans le monde des grands groupes cotés. C'est pas naturel pour lui de voir un fonds MBO ou autre venir frapper à sa porte. On est souvent le premier fonds, donc il y a toujours une appréhension de la vie avec un fonds. Et je pense que effectivement, comme vous le mentionnez, la première qualité, c'est de reconstruire une organisation. Alors nous, en plus, on l'a fait depuis 25 ans. Donc, on est vraiment très imprégné dans ce marché. On a une grosse empreinte pour rencontrer ces entrepreneurs. Donc, on va beaucoup voir les entrepreneurs là où ils sont. Et surtout, au-delà de les rencontrer, c'est de gagner leur confiance et de leur expliquer pourquoi. Alors, ce ne sera pas le cas dans toutes les thèses, toutes les situations, mais souvent, on est le bon actionnaire. Pourquoi nous, dans cette situation, on est le bon actionnaire pour vous, pour votre entreprise, pour votre projet, pour le cycle qui s'ouvre. Donc ça, c'est une organisation que vous mettez en place. Donc c'est effectivement une approche à la fois réactive, proactive. Voilà, on est très à l'aise dans ces univers où on rentre par la fenêtre, par la porte, par la cheminée, par secteur, par géographie, par capillarité. On a fait 150 deals. Donc quand on a fait 150 deals, c'est-à-dire qu'on en a vu 1500 où on a vraiment été même très loin dans les analyses. Et on a eu accès à 5000 dossiers. Donc c'est vraiment un réseau qu'on a cultivé. Bon, c'est ce qui fait aujourd'hui la barrière à l'entrée. Donc nous, on en bénéficie parce qu'on est un acteur historique. Je pense que le deuxième, comme je dis, le deuxième axe, c'est savoir sélectionner. Et là aussi, alors ça, c'est peut-être l'évolution qu'il y a eu dans notre univers du lower mid-cap, c'est qu'on est, nous, dans notre histoire, passé d'une stratégie qui, il y a 20 ans, était assez généraliste, à aussi aujourd'hui une stratégie qui est beaucoup plus précise, par thèse d'investissement, d'où les 3 fonds. J'ai rentré dans un projet typiquement de spin-off ou de carve-out, où vous avez un repositionnement stratégique à opérer et où vous devez, avec une équipe de management très alignée avec elle, vous êtes piloté un projet de transformation stratégique. C'est assez différent
d'engager une relation avec un dirigeant qui a le contrôle et qui a besoin de capital, mais de relution. Donc, en fait, on s'est sur ces 25 ans, c'est ça. Il y a un niveau d'expertise. Il a fallu monter en charge sur l'expertise. Absolument. Sur l'expertise. Et on a spécialisé nos fonds par thèse d'investissement. Et là encore, de la consolidation au niveau pan-européen, c'est-à-dire l'organisation qu'on va mettre en place, le niveau de suivi, le niveau de pilotage est pas le même que dans une opération minoritaire obligataire ou dans une opération primaire buy-out classique. Donc voilà, on a nos 3 fonds par thèse, notre conviction, investisseurs. Qui nous semble parfaitement répondre à la fois, et nous on a toujours 2 facettes, c'est j'offre à mes investisseurs un couple risque-rendement différent, parce qu'on n'a pas la même taille de portefeuille, la même et j'offre à l'entrepreneur une réponse à un besoin spécifique. Sûr, un objectif qu'il vise. Exactement. Voilà. Sur la création de valeur. Création de valeur, là aussi, je veux dire, le marché a beaucoup changé. Il est évidemment beaucoup plus mature qu'à ses glorieux débuts à la fin des années 90. Et le moment pionnier. Les mots pionniers, etc., où on avait des leviers. Effectivement, je pense que c'était une époque où le principal levier de création de valeur était ce que vous mentionniez. Le levier. Ouais, non, c'était le levier, mais c'est surtout l'achat. C'est-à-dire qu'on est sur un marché peu arbitré. D'accord. Où vous aviez accès à des opérations peu concurrentielles, des prix d'entrée qui étaient assez faibles, et la baisse des taux a aidé tout le monde, puisque le coût du capital a baissé, et vous aviez... Mais c'était des paramètres financiers purs qui faisaient la création. Beaucoup plus financiers. Aujourd'hui, je pense qu'on revient aux fondamentaux du métier d'investisseur, puisque le marché est mature, les gens sont bien conseillés, on a, nous, des accès très privilégiés, mais même avec un accès privilégié, vous achetez les entreprises à leur prix, très souvent. Je pense qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Et en fait, on est dans un univers lower mid-cap où la création de valeur vient très peu du levier. Pourquoi ? Parce qu'on est dans des univers PME, ETI. Les niveaux de levier dans notre segment sont assez mesurés, alors ce qu'aiment nos investisseurs, parce que du coup, le niveau de risque est plus faible. Et donc, ça contribue assez peu, contrairement au large cap. Nous, le levier contribue. Ce qui contribue beaucoup, c'est l'amélioration de la performance de l'entreprise et son repositionnement stratégique qui se traduit par le multiple de sortie, en fait, le multiple de valorisation. Donc, c'est vraiment les 2 sujets sur lesquels on va concentrer beaucoup notre analyse au début du deal pour les sélectionner, et surtout l'accompagnement derrière. C'est-à-dire comment est-ce que j'améliore la performance de l'entreprise, et améliorer sa performance, c'est améliorer sa croissance. Donc c'est pas souvent par de l'internationalisation. C'est améliorer sa rentabilité, donc ça c'est de l'efficacité opérationnelle. C'est aussi améliorer son empreinte ESG, c'est assez fondamental. C'est-à-dire améliorer sa gestion RH, sa capacité à recruter des talents, à baisser son churn, voilà. Et on en parle moins, mais ça reste une source de création de valeur. Absolument. Je pense qu'on a eu parfois, on a fait un peu. Ça a été parfois un peu trop mis en avant. Je comprends. Mais attention. Alors déjà, je pense qu'en tant que citoyen, on pense que c'est des sujets importants quand même. L'environnement, l'empreinte environnementale et sociale. Mais surtout, moi, en tant qu'investisseur, je suis absolument convaincu que l'amélioration de la performance de l'entreprise sur ces thèmes-là, en fait, améliore in fine sa performance financière. L'extra-financier a un impact sur le financier et améliore surtout sa liquidité. C'est-à-dire qu'une entreprise qui ignore ces sujets prend un risque d'être illiquide, parce qu'en fait, vous n'avez plus d'acheteurs. Les actifs échoués. Exactement. Donc c'est un vrai risque. On s'arrêtera là pour cette fois, Xavier, mais vous reviendrez nous parler peut-être de ce processus de création de valeur dans ce marché des PME et des ETI françaises. Je vais le dire comme ça. Xavier de Prévoisin, directeur général de MBO+, qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.